Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de plongée dans le web sémantique. Donc, je me présente, je suis David Touma, cofondateur et directeur technique d'Open Datasoft. Et donc moi je suis Benjamin Moreau, doctorant à l'Université de Nantes et aussi du coup chez Open Datasoft. Voilà, donc on va vous parler aujourd'hui de données, on va vous parler de données ouvertes et de données structurées et liées. Un petit mot d'abord sur Open Datasoft. Donc, Open Datasoft est une jeune société française qui propose à ses clients une solution qui leur permet de valoriser leurs données, de les rendre prêtes à l'emploi, donc de les valoriser en les mettant à disposition dans un format explorable, en les rendant disponibles via des API qui vont permettre à des développeurs d'applications d'intégrer ces données à leur programme, et en les mettant en scène via des data visualisations, des data stories diffusées sur les portails des clients. Donc on opère dans un certain nombre de secteurs d'activité, donc le secteur public d'abord avec notre solution de portail Open Data, mais également dans le secteur privé où on va aider nos clients à mieux partager leurs données en interne et à valoriser leurs données auprès de leurs partenaires, de leurs clients, en leur proposant des services innovants construits à partir des données publiées. Voilà en quelques exemples de ce à quoi ça ressemble. Donc un portail Open Data et puis des tableaux de bord dynamiques qui pour certains peuvent se nourrir de données en temps réel, construits sur la base des données publiées dans un catalogue Open Data. Quelques mots sur le LS2N. Le LS2N, c'est le laboratoire des sciences du numérique de Nantes, qui œuvre dans un certain nombre de domaines du numérique, donc par exemple la robotique, le traitement du signal, le web sémantique. Et avec Open Datasoft, on collabore avec le LS2N depuis quelques années, et notamment en ce moment, autour de sujets liés au web des données, avec la thèse effectuée par Benjamin. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais introduire un peu le contexte en donnant quelques définitions. Petit test à l'Assemblée. Qui parmi vous a déjà entendu parler d'Open Data? Si vous voulez bien lever la main. Voilà, on est pas mal. Qui a entendu parler de Linked Data, de données liées? Voilà, un peu moins, mais voilà, quand même quelques-uns. TPF, est-ce que ça parle à quelqu'un dans la salle? Non. Ah, si, une personne. Bon, c'est un peu de travail, Benjamin, mais c'est bien, c'est l'objectif. Alors, dans la suite, on va beaucoup utiliser évidemment le terme données. Donc, quand on parle de données ici, on parle de données structurées, à savoir une information qui permet de qualifier un fait, un événement, de manière précise, documentée. Donc une donnée structurée, c'est quelque chose qu'on va pouvoir ranger dans un fichier CSV, dans un fichier Excel, dans une base de données. Et on oppose généralement la donnée structurée à du contenu non structuré qu'on va retrouver dans un document PDF, dans un document Word, donc du texte brut, non découpé, non structuré. Les données liées, qu'est-ce que c'est? Alors, on parle beaucoup de données liées, de web sémantique, de web des données. Donc tous ces concepts décrivent en fait un web où les données structurées publiées se référencent mutuellement. Donc, imaginez, par exemple, publier un fichier qui liste l'ensemble des fromages français, par exemple, avec procédé de fabrication décrit via une chaîne de caractères, un texte. Le principe du link data, c'est d'introduire dans ce jeu de données un lien qui va permettre à une machine automatiquement de récupérer une information à partir d'un identifiant donc associé au processus de fabrication. Donc j'ai mon jeu de données sur la liste des fromages,
Un autre jeu de données qui décrit l'ensemble des possibilités de conception, le fait de lier ces deux jeux de données à partir d'une information commune, un identifiant, un vocabulaire commun, c'est ça. Enfin, faire de la donnée liée, c'est ça. Donc la notion de données liées a été théorisée par Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web, il y a quelques années, en quatre grands principes. Donc le premier qui consiste à utiliser des identifiants uniques pour référencer des objets, pour référencer à la fois des fichiers de données, mais également des données unitaires contenues dans ces fichiers. Deuxième principe qui consiste à utiliser des URL HTTP en lieu et place des identifiants, ce qui permet finalement à tout un chacun, alors les ordinateurs évidemment, mais les humains aussi, depuis leur navigateur web, de récupérer très simplement une description de l'objet référencé. Ces descriptions, qui dans le troisième principe, sont voilà, pour lesquelles il est conseillé de fournir des formats ouverts, des formats standardisés, donc les formats du web sémantique, RDF XML, Turtle, JSON LD, donc on verra des exemples de tout ça tout à l'heure. Et puis enfin, vraiment le concept de liaison, donc de faire en sorte que dans une description de jeu de données, on référence d'autres jeux de données via leurs identifiants propres. Donc l'open data, vous êtes un peu plus familier avec le sujet. Donc l'open data, c'est le mouvement qui finalement entraîne les organisations publiques à publier gratuitement et en minimisant les contraintes de réutilisation leurs données sur Internet, de les mettre à disposition de leurs concitoyens, de sociétés, d'acteurs innovants, de sociétés de services, de start-up, qui à partir des données publiées, donc ce soit des données de budget, des données référentielles géographiques, des données temps réel sur les transports, des données sur la consommation énergétique, vont donc à partir de ces données qui appartiennent réellement aux citoyens, produire des services innovants, enrichir des applications existantes avec des données contextuelles. Donc quand on mélange open data et link data, qu'est-ce que ça donne? Ça donne les 5 étoiles de l'open data. Donc là encore un concept finalement qui permet de qualifier un portail de données ouvertes à partir d'éléments très, très factuels. Donc pour décrire tout ça rapidement, le premier niveau, le niveau de 0 de l'open data, c'est le fait de proposer depuis un site web en téléchargement des données dans des formats pas forcément ouverts et pas forcément structurés. Le deuxième niveau, c'est la même chose, sauf que là, on va essayer de diffuser des données structurées, donc dans des formats comme Excel, des exports de bases de données, etc. Le troisième niveau, c'est données structurées et des formats ouverts, donc des formats ouverts, à savoir des formats qui sont librement exploitables, pour lesquels on n'a pas besoin d'acheter un logiciel pour les lire. Donc des formats comme le format CSV, comme le format JSON, comme des fichiers XML. Le quatrième niveau, c'est en lieu et en place des formats que j'ai cités avant, utiliser des formats standardisés du web sémantique qui permettent de décrire extrêmement précisément le contenu des données. Et puis enfin, les 5 étoiles de l'open data, c'est du coup un portail open data sur lequel tous les jeux de données seraient décrits au moyen des fonctionnalités proposées par le web sémantique. Donc des données liées, donnant la possibilité à un ordinateur, à un programme, de naviguer en comprenant des concepts communément connus au travers de vocabulaire partagé. Alors à quoi ça sert tout ça? Donc il y a un certain nombre de réalisations aujourd'hui bien connues qui exploitent les technologies du web sémantique. Alors je prends comme exemple un site français, le site de la Bibliothèque nationale de France, qui a entièrement été construit sur la base de techno du web sémantique il y a quelques années déjà, et ce qui permet finalement alors non seulement de proposer un site
avec une expérience de navigation extrêmement précise, extrêmement structurée, mais également des API qui vont permettre à des programmes tiers de se connecter à cette base en naviguant par concept et en extrayant des données relatives à un concept donné de manière extrêmement simple finalement. Le fait de bien ranger les données rend tout ça possible. Le projet de DBpedia, qui est également bien connu, donc il y a un projet connexe au projet Wikipédia. Pour rappel, DBpedia, c'est la base de données de contenu Wikipédia, mais cette fois mise sous une forme sémantique. Donc de la même manière, accessible avec les outils du web sémantique, on verra ça dans quelques secondes, et permettant donc à des programmes, à des machines, d'exploiter les données contenues dans la base pour enrichir des programmes, des applications, pour enrichir des jeux de données, ajouter une connaissance à un jeu de données existant. Et puis une autre catégorie de cas d'utilisation que j'aime bien citer, dans le domaine de l'Internet des objets, un domaine en plein essor aujourd'hui, et on peut dire qu'actuellement, on peut considérer que c'est un peu le bazar, dans la mesure où voilà, vous avez de plus en plus de fabricants d'objets qui produisent des objets avec des capteurs, donc qui mesurent des choses diverses et variées, et finalement peu d'interopérabilité. Et donc les technologies du web sémantique sont de plus en plus considérées pour justement amener un peu d'ordre dans cet univers, permettre une identification plus précise de la nature d'un objet connecté, de ses capacités. Est-ce que cet objet va mesurer une température, dans quelle unité cette température est-elle mesurée, et avancer dans cette notion de description factuelle des objets, de l'Internet des objets, va permettre une interopérabilité plus forte. Donc il y a pas mal d'industriels qui s'emparent de cette problématique, et également pas mal de projets collaboratifs sur le sujet. Donc je vais maintenant laisser Benjamin rentrer dans le vif du sujet. Ok, donc moi je vais expliquer un peu comment les dernières avancées dans le web sémantique, donc je parle d'avancées au niveau de la recherche, permettent maintenant réellement d'interroger le web des données. Donc on l'a vu tout à l'heure, le web des données, c'est un ensemble de données qui sont liées. Alors, elles sont liées parce qu'en fait, elles utilisent des vocabulaires communs, et aussi parce qu'ils représentent des ressources communes. Donc là, j'ai pris comme exemple donc, le Linked Open Data Cloud. Donc c'est un sous-ensemble en fait, du web des données qui est en open data et en qualité 5 étoiles. Donc le rêve du web sémantique, le rêve du web des données, ce serait de pouvoir en fait interroger tout le web des données, donc interroger toutes les sources de données qui sont présentes sur ce web-là. Donc là, j'ai pris un petit exemple simple. Ce serait de demander au web des données toutes les informations qu'il possède sur la ville de Nantes. Donc, pour faire ce genre de requête, on va utiliser ce qu'on appelle le langage de requête Sparkle. Donc Sparkle, pour ceux qui connaissent un peu SQL, ça ressemble beaucoup, et ça va permettre d'interroger un graphe de connaissances. Donc là, on voit une requête Sparkle qui va demander toutes les informations sur la ville de Nantes. Et à droite, j'ai mis un petit exemple de jeu de données en RDF, donc au format web sémantique. Donc dans ce format, alors, les données sont stockées sous forme de triplet. Donc un triplet, c'est toujours un sujet, un prédicat, un objet. Et ça, c'est censé représenter un fait. Donc si on prend par exemple le premier triplet, on dit que la ressource ex-Nantes est de type ville. Et on fait ça comme ça pour chaque triplet. Donc si on regarde un peu plus la requête Sparkle, on voit qu'elle possède donc 2 triple patterns. Alors une requête Sparkle en fait est toujours constituée de plusieurs requêtes triple patterns. Et une requête triple pattern en fait c'est juste une requête toute simple qu'on peut exécuter sur des triplets. Donc si j'exécute la première requête triple pattern sur mes données qui sont à droite, je vais demander toutes les ressources qui sont de type ville. Donc là, je vais récupérer par exemple Nantes et Rochefort. Si je prends le deuxième triple pattern, je vais demander toutes les ressources qui ont comme nom Nantes. Donc là, je vais récupérer forcément ex-Nantes, donc la ville de Nantes, et aussi une musique qui était là dans les données et qui s'appelle Nantes.
Et donc si j'exécute toute la requête Sparkle, donc je vais demander forcément la ressource qui est de type ville et qui s'appelle Nantes. Donc je vais récupérer la ressource ex-Nantes. Et après, le describe va servir pour récupérer tous les triplets qui parlent de la ressource de Nantes. Donc ça, c'est une requête Sparkle qui est toute simple, mais on pourrait imaginer une requête Sparkle qui possède énormément de triple patterns. On peut aussi faire des jointures entre jeux de données, et on pourrait aussi imaginer, par exemple, qu'il y a des filtres dedans où on exécute, par exemple, des expressions régulières. Donc voilà, en résumé, une requête Sparkle, ça peut être aussi très 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 complexe, et c'est ça un peu le problème, ou c'était au moins le problème du web sémantique. C'est que quand on va demander à un serveur comme ça une requête qui est très complexe, ben, il va peut-être mettre plusieurs heures à répondre, et si une autre requête arrive et pose une question beaucoup plus simple, ben, il va devoir attendre que la première requête soit terminée. Donc ça posait des problèmes de disponibilité des serveurs sur le web sémantique. Et donc il y a un papier en 2013 qui est sorti qui estimait que en fait, environ 50% des serveurs Sparkle qui pouvaient exécuter des requêtes Sparkle n'étaient pas utilisables pour des applications qui avaient besoin de données en temps réel, donc d'exécuter des requêtes Sparkle comme ça en temps réel. Alors heureusement, depuis, il y a eu des alternatives, il y a eu des choses qui sont arrivées qui permettent de régler ce problème. Et il y a une approche qui nous, va nous intéresser particulièrement, c'est TPF. Donc Triple Pattern Fragment. Alors Triple Pattern Fragment, en fait, c'est une approche, une interface HTTP qui va proposer de répartir la charge de travail entre le serveur et le client. Donc le serveur, maintenant, il ne va plus exécuter des requêtes Sparkle, mais il va exécuter juste des simples requêtes Triple Pattern qu'on a vues tout à l'heure. Et c'est le client, en fait, qui va se charger de prendre la requête Sparkle, de la décomposer en requête Triple Pattern, et d'effectuer tout ce qui est jointure et filtre. Donc ça, cette approche-là, elle marche très bien en fait parce que souvent elle est connectée à une base qui s'appelle HDT, donc c'est un fichier compact qui contient des triplets RDF. Et ce fichier, il a une propriété qui est très importante pour TPF, c'est qu'il arrive à exécuter une requête triple pattern en temps constant. Donc ça, c'est une propriété qui est très importante pour que les serveurs soient disponibles. Alors ça, c'est bien, mais par contre, si une entreprise comme ça, qui a des bases en relationnel ou des bases orientées documents, veut se lancer dans le web sémantique, ils vont devoir dupliquer les données en RDF. Donc ça, aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire ça. Il y a des techniques d'intégration virtuelle qui vont permettre d'utiliser les bases de données existantes. Donc, dans notre cas, dans l'approche Triple Pattern Fragment, il y a un médiateur qui s'appelle ODMTP et qui va permettre en fait d'exécuter des requêtes Triple Pattern sur des bases de données qui ne sont pas en RDF, donc des bases orientées documents, Elasticsearch par exemple, ou MongoDB, ou alors des bases relationnelles. Donc avec ça, on peut utiliser l'approche Triple Pattern Fragment, on peut se lancer dans le web des données, mais sans pour autant tout transformer les données en triplet. Donc ça utilise aussi bien sûr un fichier de mapping, donc RML, et ce RML-là, il va expliquer comment transformer les données non RDF en données RDF, donc non triplet vers triplet. Donc maintenant, je vais expliquer un peu à quoi ça a servi de faire ça chez Open Data Soft et quelles sont les features qu'on a pu développer justement grâce à l'approche Triple Pattern Fragment. Donc déjà, la première chose qu'on a pu faire, c'est proposer des exports au format RDF sur la plateforme. Donc ça, c'est la première chose qu'on a pu faire. Donc des exports sous différents formats de sérialisation. Les triplets, en fait, ils peuvent être représentés sous différents formats, donc XML, JSON, Turtle, NTripl. Et la deuxième chose qu'on a pu proposer aussi, qui était beaucoup plus intéressante, c'est d'exécuter des requêtes Sparkle à l'aide du serveur TPF. Donc là, j'ai mis un petit exemple de requête, c'est justement sur le dataset des fromages français. Donc c'est
voilà, je lui demande de donner tous les fromages qui sont faits à partir de lait de vache. Donc là, il arrive à me les récupérer en allant voir chez OpenDataSoft. Donc ça, c'est intéressant en fait d'exécuter des requêtes Sparkle, mais que si les données sont sémantisées. Donc ça veut dire si les données utilisent des vocabulaires qui sont aussi utilisés dans le web des données. Donc pour faire ça, pour sémantiser les jeux de données, il existe donc plein d'outils d'intégration de données, mais souvent ces outils, ils ont été faits donc par des chercheurs pour des chercheurs ou pour des experts dans le domaine du web sémantique. Donc souvent, ils sont assez complexes à utiliser. Il faut souvent bien connaître toute la syntaxe Sparkle, donc ça peut être assez compliqué. Et nous, chez OpenDataSoft, on aimerait bien que les personnes qui connaissent bien leurs données, donc les gens du métier, puissent eux-mêmes sémantiser leurs jeux de données. En plus, ce sont eux donc, qui connaissent leurs données, qui connaissent bien leurs données, donc ça devrait être à eux de les sémantiser. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est un outil simple à utiliser, donc un chatbot. Et ce chatbot, on a pu le développer justement grâce à toutes les ressources que proposait le web des données. Donc on a utilisé déjà DBpedia. Donc DBpedia, on l'a utilisé pour faire de la recherche d'entités nommées. Donc comment ça fonctionne? En fait, c'est assez simple. Le chatbot va aller voir le jeu de données de l'utilisateur. Il va regarder les données qu'il contient. Donc, par exemple, si la donnée contient Barack Obama, il va aller faire une recherche sur DBpedia. Il va se rendre compte que Barack Obama est un président, a été un président et aussi est une personne. Donc ça, il va récupérer comme ça en fait toutes les classes du jeu de données. Il va aussi récupérer toutes les propriétés en allant voir les noms de colonnes. Donc par exemple, il va voir qu'une colonne représente l'âge d'une personne, etc. Et ensuite, il va utiliser donc Linked Open Data Vocabulary. Alors Linked Open Data Vocabulary, en fait, c'est un moteur de recherche pour vocabulaire dans le web des données. Donc grâce à ça, on peut chercher des vocabulaires pour décrire les données et surtout, on va pouvoir récupérer les vocabulaires les plus utilisés dans le web de données. Plus le vocabulaire est utilisé dans le web de données, plus on va pouvoir faire des requêtes intéressantes avec d'autres jeux de données. Donc une fois que les gens peuvent sémantiser les jeux de données sur la plateforme OpenDataSoft, on va pouvoir commencer à faire des choses intéressantes. Donc là, par exemple, ce qu'on propose maintenant, c'est des filtres par classe et par propriété qui vont permettre d'améliorer l'accès aux jeux de données, donc qui vont pouvoir faciliter la recherche de jeux de données. Donc là, par exemple, grâce au filtre classe, on va pouvoir chercher tous les jeux de données qui contiennent réellement des départements ou réellement des villes. Et aussi, on va pouvoir utiliser des termes plus généraux. Donc, par exemple, on va pouvoir dire « je veux tous les datasets qui contiennent des lieux ». Donc ça va regrouper forcément les villes, les départements, etc. On va faire la même chose aussi pour les propriétés. Donc on va pouvoir rechercher tous les jeux de données, par exemple, qui représentent des âges de personnes ou des superficies de lieux, etc. Donc là, il faut bien comprendre que ce n'est plus du tout une recherche par mots-clés. C'est vraiment que le dataset contient ces informations-là. Et ensuite, donc, la dernière feature, ce qui est vraiment importante, c'est la possibilité d'enrichir les jeux de données d'OpenDataSoft grâce à tout le web des données. Donc là, j'ai pris un exemple de jeu de données qu'on a sur la plateforme, c'est un vrai jeu de données, et ça représente les ressources protégées, donc des ressources protégées en France. Alors, la seule information qu'on a sur les ressources protégées, c'est leur nom en latin. Donc c'est pas très explicite, on ne comprend pas très bien ce que c'est. On ne sait pas si c'est des plantes, si c'est des arbres, si c'est des animaux. On a du mal à réellement les utiliser, les filtrer. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est de ce dataset, récupérer que les ressources protégées qui sont de type plante. Et on aimerait bien, pour chacune de ces plantes, avoir une petite description et une image. Donc ces données-là, nous, on ne les a pas chez OpenDataSoft, on n'a pas de dataset qui ont ces données-là. Par contre, si on fait une petite recherche Wikipédia, on se rend compte que toutes ces données-là, elles sont sur Wikipédia. Donc ça veut dire que si elles sont sur Wikipédia, elles sont aussi chez DBpedia.
Donc pour aller récupérer ces informations, c'est simple. Si le jeu de données est sémantisé, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une requête fédérée. Alors une requête fédérée en Sparkle, en fait, c'est une requête qui va aller chercher des données sur différentes sources. Donc on va pouvoir exécuter notre requête à la fois sur OpenDataSoft et sur DBpedia. Donc ce qu'on va faire, c'est la requête Sparkle, elle va aller chercher tous les noms latins de ressources protégées sur OpenDataSoft, les chercher sur DBpedia, regarder si elles sont de type plante, parce que cette information est chez DBpedia, donc filtrer par type plante, récupérer une petite description et une image. Et là, donc, on a le résultat qui est ici, voilà. Donc on a pour chaque plante une petite description et une URL vers l'image. Donc voilà, avec toutes les technologies comme ça du web sémantique, on peut faire on peut régler ce genre de problème. Donc là, c'est juste un exemple de features qu'on a eu le temps d'implémenter, mais on peut penser à plein d'autres choses. Donc dernièrement, là justement, j'étais à une conférence sur le web sémantique et en ce moment, il y a quelque chose qui est très 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 à la mode, c'est tous les systèmes de questions-réponses. Donc on pourrait imaginer par exemple un système où on va sur un jeu de données et on l'interroge en langage naturel. Donc par exemple, quelles sont les plantes de ce dataset, etc. Et cette phrase en fait peut être très facilement traduite en requête Sparkle parce que la syntaxe Sparkle, vu qu'elle représente justement des faits, est très proche d'une question en langage naturel. Donc on peut imaginer aussi d'autres features comme par exemple la génération automatique de visualisation. Donc si on sait que par exemple un dataset contient des âges, des lieux et des années, on peut facilement proposer à l'utilisateur de générer automatiquement une pyramide des âges par exemple. Et enfin, tout simplement, on peut proposer à l'utilisateur des jointures automatiques entre jeux de données qui utilisent les mêmes vocabulaires. Donc si par exemple deux vocabulaires décrivent des départements, on peut proposer une jointure entre les deux qui peut être faite de façon quasiment automatique. Donc voilà, je vais te laisser finir. Merci Benjamin. Oui, donc très rapidement, pour conclure, il y a un peu commencer par le paradoxe du web sémantique. Donc pendant assez longtemps, le web sémantique est resté finalement enfermé dans un cercle d'experts pour deux raisons principales. Un, les outils permettant de générer la donnée liée, donc d'alimenter le web sémantique, le Linked Open Data Cloud, comme l'expliquait Benjamin, n'était pas vraiment user-friendly, ou en tout cas plutôt compliqué à utiliser, et nécessitait une maîtrise du domaine des concepts. D'une part, et d'autre part, finalement, le manque de données liées n'incitait pas forcément les éditeurs logiciels à intégrer la notion de description sémantique de données, de production de données de qualité dans leurs applications. Donc un problème de poulet d'œuf, pas assez de données, donc pas d'outils, et pas assez d'outils, donc pas assez de données. Et aujourd'hui, on peut, je pense, être relativement optimiste. Alors il y a encore un peu de travail, puisqu'on a vu que tout ça était encore à l'état de début d'industrialisation, mais à la fois le développement des usages et des besoins, de plus en plus d'objets connectés, de plus en plus d'usages qui ont besoin de s'alimenter à partir de sources de données diverses et variées. Les nouvelles technologies, les nouvelles techniques qui permettent de rendre le web sémantique effectivement utilisable. Et avec une capacité en termes de traitement à l'échelle, de passage à l'échelle largement améliorée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et enfin, l'émergence d'outils et de processus de sémantisation beaucoup plus accessibles, beaucoup plus simples. Nous, chez OpenDataSoft, l'un de nos objectifs est de
démocratiser, de vulgariser au sens propre du terme la notion de valorisation de données, de partage de la donnée. Et ça nous semblait naturel de creuser ce sujet aussi à l'aune de tout ce qu'on vient de voir sur le web sémantique. Donc, donner la main à nos utilisateurs producteurs de données pour leur permettre de produire une donnée de qualité et sémantisée. Et donc on espère, avec toutes ces avancées-là, pouvoir contribuer de manière significative à l'explosion de données de qualité et sémantisées. Voilà. Merci pour votre attention et on est à votre disposition pour toute question.